Après que le genre Homo soit issu des singes australopithèques dans les plaines de l'Afrique de l'Est à la fin du Pliocène, nos premiers ancêtres ont commencé à se répandre à travers ce qui deviendrait un jour la nation du Kenya. Homo rudolfensis, habilis et finalement erectus serait un parmi les premiers de nos ancêtres à faire ce saut, se répandant d'abord à travers l'Afrique, puis, finalement, l'Eurasie. Cependant, il n'était pas seul. À partir des australopithèques qui ont donné naissance à nos ancêtres, un autre genre est apparu dans les savanes il y a un peu moins de 3 millions d'années. Paranthropus, proche de l'homme. Cependant, ces singes ressemblaient non seulement aux australopithèques. C'étaient des australopithèques. Les trois espèces connues de Paranthropus sont Ethiopicus, Robustus et Boisei, étaient des hominidés, mais on pourrait dire qu'ils n'étaient pas humains. Ressemblant davantage aux membres du genre Australopithecus dont ils descendaient en canou, ces singes ont partagé l'Afrique avec nos premiers ancêtres pendant près de 2 millions d'années et ont laissé beaucoup de choses à apprendre aux scientifiques de notre génération. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tenter de rassembler ces découvertes afin de mieux comprendre les trois espèces confirmées de Paranthropus. Nous allons remonter jusqu'à l'Afrique du Pliocène et du Pléistocène pour découvrir à quoi ressemblaient ces singes, comment ils vivaient et comment ils ont pu interagir avec les premiers humains qui partageaient les plaines avec eux. Avant d'aborder les différences et les caractéristiques entre les espèces connues de ce genre, il est important de noter que la validité de Paranthropus parmi les genres d'hominidés est sujette à controverse. Certains paléontologues et anthropologues soutiennent qu'en raison des caractéristiques uniques partagées par les squelettes des espèces attribuées à Paranthropus, il est logique de regrouper tous ces animaux sous la même appellation. D'autres, cependant, soutiennent que les similitudes entre les espèces connues de Paranthropus sont dues à l'évolution convergente, le processus par lequel deux organismes éloignés ou non apparentés développent les mêmes caractéristiques physiologiques en réponse à un environnement ou une niche écologique similaire. Un bon exemple confirmé de ce processus est constitué par les similitudes dans la morphologie corporelle des requins, des dauphins et des ichthyosaures, ces reptiles éteints qui nageaient dans les océans de la Terre à l'époque des dinosaures. Ces animaux possèdent tous un corps long et profilé, une nageoire dorsale proéminente et une large queue pour les aider à poursuivre les poissons dans l'eau avec aisance. Pourtant, ils ne sont pas étroitement apparentés. Certains scientifiques soutiennent que le même phénomène pourrait s'être produit chez Paranthropus. Ceux qui rejettent l'idée de Paranthropus comme un genre valide se demandent si certains spécimens appartiennent à des espèces d'Australopithecus ou s'ils pourraient appartenir à un tout nouveau genre. De plus, les fossiles de Paranthropus sont généralement rares et dispersés. Malgré les informations importantes que les scientifiques ont pu tirer des spécimens qu'ils ont collectés, les restes de ces singes sont souvent fragmentaires ou rares. Cependant, comme la validité de Paranthropus est actuellement remise en question et n'a pas été concrètement prouvée ou réfutée, partons du principe que Paranthropus est valide pour regrouper ces fossiles et en parler dans cette vidéo. Il est tout aussi probable que le genre reste valide qu'il devienne invalide à l'heure actuelle. Paranthropus robustus a été la première espèce de ce genre à être nommée et décrite lorsque le paléontologue sud-africain écossais Robert Broom a établi, en 1938, que les fossiles de ce singe étaient distincts à la fois d'Australopithecus et d'Homo. Les restes ont en réalité été découverts par un écolier de Pretoria, en Afrique du Sud, qui est tombé sur une boîte crânienne appartenant à un hominin mâle à environ 70 km au sud-ouest de la ville. 10 ans plus tard, en 1948, la grotte de Swartkrans, située à peu près sur le même site fossilifère, Kromdri, s'est révélée fructueuse en permettant d'en apprendre davantage sur cette espèce. Robert Broom, accompagné de son collègue paléontologue sud-africain John Talbot Robinson, découvrirait une mâchoire appartenant à un jeune individu, également attribuée à Paranthropus. Cependant, il n'était pas évident d'emblée qu'il s'agissait d'une mâchoire de Paranthropus robustus. Les scientifiques ont d'abord attribué la découverte à une nouvelle espèce, P. crassidens, pensant qu'elle était différente de celle qu'ils avaient trouvée 10 ans plus tôt.
Il a depuis été déterminé qu'il n'y a pas suffisamment de différence entre les deux populations et que ces deux découvertes sud-africaines appartiennent à l'espèce Paranthropus robustus. Puis, en 1959, la célèbre paléoanthropologue britannique Mary Leakey fit une découverte majeure dans les gorges d'Olduvai, en Tanzanie. Travaillant en étroite collaboration avec son mari Louis Leakey, le couple est célèbre pour avoir popularisé l'idée que l'humanité est originaire d'Afrique et pour avoir découvert et décrit divers spécimens d'anciens hominines. Cette découverte, un crâne coincé dans un ravin appartenant à un jeune hominine mâle, serait l'une des plus remarquables de sa carrière. Prenant des mesures pour protéger la découverte des intempéries avant de l'extraire du sol, Mary surnomma la trouvaille « cher garçon », tandis que Louis suggéra que le crâne appartenait à un genre distinct de Paranthropus, Australopithecus et Homo. Il proposa un nouveau genre. Zinjanthropus, zinj, étant un ancien mot arabe pour désigner l'Afrique côtière, devrait être établi avec celui-ci comme espèce type. La proposition de Lewis fut rejetée avant le 4e congrès panafricain de préhistoire, cependant car elle était basée uniquement sur un seul spécimen. Ce n'est pas assez de contenu fossile pour établir de manière fiable un nouveau genre. Ce spécimen allait bientôt se retrouver dans le genre Australopithecus, à la suite de la découverte d'une mâchoire inférieure appartenant à la même espèce, et le nom Australopithecus boisé lui fut attribué, Boissé rendant hommage à Charles Watson Boise, le bienfaiteur finançant les fouilles des Leakey. Avec le temps, davantage de fossiles appartenant à Boisé ont été découverts, ce qui indiquait que cette espèce avait une relation plus étroite avec le Paranthropus de Robert Broom. Ainsi, il fut ensuite reclassé sous le nom de Paranthropus boissei. Il demeure à ce jour l'espèce de Paranthropus la plus connue et la plus célèbre auprès du public. Pendant un certain temps, il semblait que les découvertes majeures de Paranthropus avaient eu lieu tous les 10 ans environ, puisque l'espèce suivante serait établie en 1968. Cette fois, ce sont les paléontologues français, Camille Arenborg et Eve Coppens, qui ont mis au jour une mandibule dépourvue de dents provenant de la formation de Shungura en Éthiopie. Encore une fois, ce spécimen n'a pas été immédiatement attribué à Paranthropus, et il est devenu brièvement Para-Australopithecus ethiopicus. En 1976, Francis Clark Howell, aux côtés d'Eve Coppens, a réexaminé la découverte et l'a attribuée à Australopithecus africanus. Ce n'est qu'en 1986 qu'Alan Walker et Richard Leakey, ce dernier étant le fils de Mary et Louis, ont classé la découverte dans Paranthropus sous le nom de Paranthropus ethiopicus. Parmi les 3 espèces, celle-ci est la moins certaine de rester un membre du genre Paranthropus en raison des adaptations observées sur les dents découvertes par la suite. Elle semble présenter des différences morphologiques distinctes qui n'auraient peut-être pas été adaptées aux régimes herbivores appréciés par les autres membres de Paranthropus. Pour Homo habilis, rudolfensis et erectus, qui se sont retrouvés face à face avec les différentes espèces de Paranthropus, il aurait été évident qu'il s'agissait d'espèces nettement différentes. La première différence notable, visible surtout pour le plus tardif Homo erectus, aurait été que les espèces de Paranthropus étaient très probablement couvertes d'une fourrure ressemblant à des poils corporels, similaires à celles des hominines du genre Australopithecus. Les mâles Paranthropus dans les 3 espèces étaient plus grands que les femelles, mais de manière générale, leurs corps n'étaient pas plus grands que ceux d'Homo erectus, les mâles mesurant environ 1,40 m et les femelles un peu moins d'1,20 m. Les adultes auraient présenté un dimorphisme sexuel apparent. C'est un processus évolutif où les mâles et les femelles d'une espèce animale présentent dans des différences visibles de taille ou de forme. C'est une caractéristique que l'on observe chez plusieurs singes actuels, notamment chez les gorilles et les orang-outans. Les plus grandes différences entre nos premiers ancêtres et Paranthropus se trouvaient cependant au niveau du visage et du crâne. Contrairement aux membres du genre Homo, les espèces de Paranthropus possédaient chacune ce que l'on appelle une crête sagittale qui courait le long du sommet de leur crâne. Ces crêtes osseuses, que l'on retrouve dans les crânes des gorilles actuels, servaient de points d'ancrage à des muscles extrêmement puissants qui aidaient ces singes à mâcher la végétation coriace qu'ils consommaient trop.
Ces adaptations se retrouvaient jusque dans les mâchoires, où des articulations robustes permettaient à ces hominines de broyer leur nourriture latéralement, plutôt que de haut en bas. Le palais de leur bouche était solide et renforcé, conséquence de l'évolution de leur visage large et robuste, et leurs dents étaient recouvertes d'un émail très épais, ce qui les aidait à mâcher des aliments abrasifs sans endommager leurs molaires par l'usure. À première vue, ces singes auraient eu un visage large en forme de plaque, causé par leurs pommettes saillantes. Leurs yeux étaient petits et centrés sur le visage de l'animal, situés sous une arcade sourcilière proéminente et au-dessus de larges narines ressemblant à celles d'un chimpanzé. Cependant, il existait des différences notables entre les espèces de paranthropes. Les membres de paranthropes boisés étaient généralement plus robustes que ceux des deux autres espèces, ce qui peut indiquer qu'ils passaient encore du temps à se suspendre ou à se balancer dans les arbres. Les dents de Paranthrope aethiopicus semblent s'être développées plus rapidement que celles de ses contemporains, tandis que Paranthrope robustus semble avoir des articulations plus petites et des membres plus graciles que Boise et Aethiopicus. Ces trois espèces semblent donc adaptées à différents modes de vie et à diverses niches au sein d'environnements similaires. Toutes auraient été principalement bipèdes, mais elles auraient sans pu exploiter différentes sources de nourriture, et certaines espèces auraient peut-être passé plus de temps dans les arbres que d'autres. Il n'existe pas de singes actuels similaires à Paranthropus, ce qui peut rendre difficile pour les chercheurs de déterminer exactement comment ces primates pouvaient en vivre. Cela étant dit, des propositions et des théories ont été avancées concernant le degré élevé de dimorphisme sexuel observé entre les mâles et les femelles au sein des trois espèces. Chez les grands singes actuels, le dimorphisme sexuel, où les mâles sont plus grands que les femelles, indique que les groupes sont souvent dirigés par un mâle dominant, par exemple un gorille dos argenté. Il a été suggéré que Paranthropus vivait probablement en groupes familiaux, dirigés par un seul mâle, qui exerçait un contrôle sur ses congénères et avait des droits d'accouplement avec les femelles du groupe. Les mâles plus âgés, étant plus robustes et mieux bâtis, occupaient probablement les positions les plus puissantes dans les groupes de Paranthropus et pouvaient être défiés par des rivaux pour le leadership à l'occasion. Cependant, cette idée a été remise en question par des études, montrant que les femelles Paranthropus pouvaient quitter leur famille pour rejoindre le groupe de leurs partenaires lorsqu'elles atteignaient la maturité. Cela suggère que les mâles ne contrôlaient pas entièrement les femelles de leur groupe. On pense que la maturité pouvait être atteinte entre 12 et 18 ans, moment auquel une femelle quittait sa terre natale pour fonder une famille. On pense que les bébés naissaient tous les 40 à 70 mois selon l'espèce. Bien qu'il y ait eu des différences et des préférences entre les différentes espèces de Paranthropus quant à leur lieu et leur mode de vie, elles semblent généralement avoir préféré les zones boisées le long de la vallée du Rift en Afrique. Paranthropus robustus semble avoir préféré des environnements légèrement plus ouverts, tandis que Paranthropus boisé semble avoir vécu à proximité de régions plus denses. Comme c'est le cas pour de nombreuses espèces de mammifères, il devait y avoir un certain chevauchement dans les endroits où les espèces s'aventuraient et où on pouvait les trouver. Et le long de la vallée du Rift, Paranthropus était probablement un visiteur fréquent des zones humides, des rives des lacs, des environnements riverains et des broussailles. Dans ces milieux, Paranthropus disposait d'une abondance de sources alimentaires. Bien que les dents et les mâchoires présentaient donc des adaptations évidentes pour se nourrir d'aliments durs et riches en amidon, on pense que des substances plus tendres étaient l'un préféré lorsqu'elles étaient indisponibles. Principalement, Paranthropus semble avoir été un herbivore strict, avec des dents adaptées à mâcher toutes sortes de plantes, y compris des graines, des tubercules et diverses espèces de graminées. Les communautés de Paranthropus vivant dans les régions méridionales de l'Afrique semblent avoir été omnivores, ajoutant de manière opportuniste de la viande et des insectes à leur alimentation. Dans toute leur aire de répartition, les tubercules semblent avoir été l'aliment le plus commun et apprécié des espèces de Paranthropus. Les jeunes singes semblent les avoir particulièrement appréciés, comme en témoignent les traces d'usure sur leurs dents. La recherche de nourriture aurait constitué une grande partie de la vie des Paranthropus, passant plus de 6 heures par jour à creuser pour trouver des tubercules et à chercher des herbes appropriées.
Bien que Paranthropus ne soit techniquement pas un humain, on sait qu'il a fabriqué et utilisé des outils simples pour faciliter la recherche de nourriture et l'alimentation. Dans l'ouest du Kenya, des outils ont été découverts aux côtés des dents de Paranthropus, sous la forme de pierres larges et simples qui auraient servi à briser la végétation dure ou à tailler de plus gros rochers en forme et taille maniable. Bien que ceux-ci datent d'environ 2,5 millions d'années, des exemples beaucoup plus récents ont été découverts dans les grottes sud-africaines qui ont livré de nombreux excellents fossiles de Paranthropus. Vieux d'environ 600 000 ans, ce sont en fait des outils polyvalents fabriqués à partir d'os de côte, de mâchoires et de cornes d'animaux à sabots. Ces objets montrent très peu de signes d'usure et semblent avoir été soigneusement sélectionnés à la main, car beaucoup d'entre eux se ressemblent à beaucoup. Ces objets ont été attribués à Paranthropus, car aucun fossile d'Homo n'a encore été découvert dans ces grottes. Les singes utilisèrent peut-être ces outils pour couper leur nourriture en morceaux plus faciles à gérer, ou ils les utilisaient peut-être pour fouiller dans la terre meuble à la recherche de racines et de tubercules. Il n'existe aucune preuve que Paranthropus avait la capacité de fabriquer des outils avancés comme des pointes de lance ou des pointes, et il ne possédait pas les moyens de créer et de maîtriser le feu. Les outils dont ils disposaient leur convenaient parfaitement, car ils ne dépendaient pas de la chasse, mais passaient une grande partie de leur temps à chercher des végétaux dans les régions boisées. Comme nos tout premiers ancêtres, Paranthropus aurait été la proie d'un large éventail de prédateurs mortels, aussi bien dans les forêts que dans la savane. Les félins à dents de sabre, comme Deinophilus et Mégantyrion, auraient été des chasseurs d'embuscades redoutables, capables de bondir sur un Paranthropus en quête de nourriture dès qu'il baissait sa garde. Ailleurs, les léopards actuels auraient été capables de poursuivre ces singes jusque dans les arbres, rendant ainsi rares les endroits réellement sûrs contre les attaques. Auraient représenté une menace répandue dans les zones ouvertes, tandis que les crocodiles, comme le Crocodylus anthropophagus aujourd'hui disparu, littéralement le crocodile mangeur d'hommes, auraient attendu en embuscade lorsque les singes descendaient vers les lacs et les rivières pour boire. Il semblerait que les mâles Paranthropus avaient plus de chances de connaître une faim violente que les femelles. Cela a été expliqué par l'idée que les mâles Paranthropus étaient plus susceptibles d'être expulsés des groupes familiaux, peut-être après des défis de leadership. Livrés à eux-mêmes, ils avaient un peu de chance de survivre dans un monde peuplé de nombreux grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Dans ce cas, dans cette peinture évocatrice de l'artiste Jay Matanes, présentée dans le livre Time Life Early Man, on peut voir un groupe de premiers humains entrer dans un combat violent avec un groupe de Paranthropus à l'apparence beaucoup plus primitive, presque semblable à celle du Bigfoot. Les hominines à gauche brandissent des pointes taillées et semblent remporter la bataille, car de nombreux Paranthropus en arrière-plan fuient en la scène, tandis que quelques singes déterminés, armés de rochers, tiennent leur position. C'est assurément une œuvre d'art très bien réalisée qui illustre une rencontre qui a très bien pu avoir lieu, mais on ignore à quel point ce genre de rencontre entre espèces était fréquent. Nous savons que Paranthropus a coexisté à travers plusieurs espèces avec des membres du genre Homo du Kenya jusqu'à l'Afrique du Sud, mais il reste à déterminer si cette coexistence a mené à des affrontements violents. Au Kenya, des empreintes appartenant à la fois à Homo erectus et à Paranthropus boisei ont été retrouvées très proches les unes des autres, ce qui indique que ces espèces se sont probablement croisées à plusieurs reprises. Cependant, ces espèces étaient en compétition pour des ressources très variées. Homo erectus utilisait des pointes de pierre habilement taillées pour attaquer et tuer des proies dans les plaines africaines, tandis que Paranthropus était plus ou moins strictement végétarien. La concurrence était limitée, surtout si l'on considère que Paranthropus avait tendance à rester dans les régions boisées. Cependant, la possibilité de violence ne peut jamais être exclue, surtout lorsqu'on parle d'êtres humains vivant à une époque imprévisible et dangereuse de l'histoire de la Terre. Il est possible que dans certaines régions, les deux espèces aient été en concurrence pour les mêmes sources de nourriture végétale ou pour l'espace dans les grottes ou le territoire. Alors que la population d'Homo erectus augmentait et se répandait en Afrique, les interactions seraient devenues plus fréquentes. Peut-être que Paranthropus considérait l'arrivée de Homo erectus comme une menace dans certains cas.
Jusqu'à ce que nous ayons des preuves solides pour suggérer l'une ou l'autre possibilité, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais il semble que, dans l'ensemble, Paranthropus n'était en aucun cas une espèce violente. Malheureusement, Paranthropus n'a pas survécu aux dernières étapes du Pléistocène, et le genre a disparu de notre monde il y a environ 1 400 000 ans. Un facteur principal expliquant pourquoi cela s'est produit pourrait résider en nous, du moins involontairement. Nos ancêtres Homo erectus étaient bien mieux adaptés à une vie en dehors des forêts africaines restreintes, et ils se sont rapidement retrouvés à s'étendre à travers une grande partie de l'Asie du Sud. Paranthropus, incapable de fabriquer des outils en pierre avancés ou d'exploiter une large gamme de sources de nourriture, a probablement disparu à mesure que Homo erectus se répandait à travers le monde ancien. Il est sans doute possible qu'il n'ait pas pu s'adapter à l'expansion des prairies il y a environ 1,5 million d'années, menant progressivement à la réduction de leurs habitats forestiers. Cela les aurait mis en concurrence avec des espèces de savane comme les babouins et les herbivores pâturants, ce qui, compte tenu de la perte de leur habitat et de leur régime alimentaire spécialisé, aurait été une lutte difficile. Avec la disparition de Paranthropus de notre monde, Homo est devenu le seul genre domininé marchant debout sur la planète Terre. Ce qui a suivi, ce sont des millénaires d'évolution et d'expansion, de spéciation et d'extinction. Le monde changeait à un rythme plus rapide que ce que les humains avaient jamais connu, et l'arrivée de l'ère glaciaire allait malheureusement laisser le monde de Paranthropus derrière lui, dans la poussière.